Après 33 ans d'activité, le Centre interculturel de documentation a été placé en liquidation hier. Ce lieu, référence pour la lutte contre les discriminations, connaissait une situation financière compliquée depuis plusieurs mois. Benoît Valti. Le tribunal lui avait pourtant accordé un sursis il y a quelques semaines, mais au vu d'une situation financière trop critique, le juge a ordonné la liquidation du Centre interculturel de documentation. Pour son président, Franck Barrault, ce triste dénouement est lié à une mauvaise gestion de la direction du centre. Il y a eu, de la part de la direction du CID, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, alors que les recettes n'étaient pas là. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une accumulation de dettes parce que des opérations ont été montées qui n'étaient pas financées. Une accumulation de dettes qui avoisine aujourd'hui les 75 000 €. Le versement anticipé de la subvention 2017 par la ville de Nantes n'a pas suffi et la fermeture du centre va entraîner le licenciement de ses 6 salariés. Mais une question reste en suspens, que va devenir son fonds documentaire ? Ces 16 000 références qui sont autant d'outils pédagogiques pour favoriser le dialogue interculturel et la lutte contre les discriminations. Pour le conseil d'administration, sa préservation est une priorité. Alors, le fonds documentaire doit être absolument préservé et on est en train de travailler avec les différentes parties prenantes à la transmission dans son intégralité du centre de ressources et je dirais même plus à son développement. Contactée par nos soins, l'ancienne directrice du CID n'a pas souhaité s'exprimer. Dans le conflit opposant Nantes Métropole aux éboueurs, ces derniers ont décidé ce mercredi d'observer 2 heures de débrayage jeudi et une grève vendredi. Ils envisagent de perturber la séance du conseil municipal de Nantes, prévue ce jour-là. Sortie avancée pour le MSC Meraviglia. Le paquebot géant s'élancera finalement dès 7h du matin, jeudi, pour 3 jours d'essai en mer. Il faudra donc être un peu plus matinal pour assister à son départ. Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, était en Loire-Atlantique en début de semaine. Il est allé à la rencontre de 2 maires du Pays de Ré qui lui ont apporté leur soutien. Jean-Alex. Jean Lassalle en opération séduction. À quelques semaines du premier tour, le candidat centriste y croit plus que jamais. Il en est même certain, il sera au second tour. Contrairement à tous les autres, moi j'ai toujours gagné. Alors pourquoi y aurait-il une exception cette fois-ci ? Je ne vois pas parmi mes 10 concurrents, mais j'ai beaucoup de mal, mais je ne vois pas parmi eux le président ou la présidente. Nous avons une classe politique dont je fais partie, je ne m'en sors pas, je ne veux pas m'extraire, mais qui est trop hors sol, trop éloigné des véritables réalités. Très largement distancé dans les sondages, Jean Lassalle espère donc inverser la tendance sur le terrain. Pour ce déplacement en Loire-Atlantique, il a choisi cette entreprise basée en milieu rural, mais spécialisée dans les nouvelles technologies. On crée des logiciels qui sont spécifiques pour une activité. On est vraiment sur un marché de niche pour les comités d'entreprise. Ruralité et développement économique, le double cheval de bataille du Béarnais, un discours qui lui a permis de récolter 708 parrainages. Parmi ses soutiens, le Vitalien Roch Chéreau et le Chauvéen Pierre Martin. Personne ne nous parle des petites communes rurales. Et c'est ce que je voudrais que cette campagne présidentielle s'empare de ce sujet-là, comme d'autres sujets qu'ils ont complètement oubliés. Il faut travailler de concert avec le développement international de notre pays, à travers également les métropoles. C'est un pivot important, mais n'oublions pas toute la richesse de nos territoires, l'histoire de nos territoires et la culture. En attendant le premier tour, Jean Lassalle continue son tour de France et son chemin vers le second tour s'annonce particulièrement long. Les candidats de la France insoumise pour les élections législatives ont été présentés ce mardi. Ils seront présents dans les 10 circonscriptions de Loire-Atlantique avec pour mot d'ordre d'appliquer en local le programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Les candidats de la France insoumise ne sont pas candidats en leur nom, c'est-à-dire que nous sommes les porte-parole du mouvement de la France insoumise, porté par Jean-Luc Mélenchon au niveau national, et nous sommes les porte-parole des groupes locaux. Donc c'est-à-dire que moi je suis là pour parler au nom de tous ceux et celles qui s'engagent derrière le programme L'Avenir en commun, et on appelle aujourd'hui le maximum de monde à nous rejoindre. Donc ça c'est un engagement maintenant, et c'est un engagement également après l'élection.
C'est-à-dire que si je devais être élue députée, nous conserverions ce lien fort avec les groupes qui nous ont portés, qui sont appelés à s'élargir. Les basketteuses nantaises ont été battues 67-70 par Villeneuve d'Ascq hier, une défaite sans conséquence au classement pour le NRB qui reste qualifié pour les playoffs, l'objectif que le club s'était fixé en début de saison. Une défaite, mais beaucoup de sourires sur les visages des joueuses du NRB. Face à une des meilleures équipes du championnat, les déferlantes ont pendant longtemps mené les débats. On a fait une très belle partie, on montre qu'on est une grande équipe malgré nos petits moyens. Et voilà, donc on était en sur-régime pendant 40 minutes et on l'a payé un petit peu à la fin, un peu manque de lucidité. On voit ce soir qu'on joue les yeux dans les yeux face à une équipe qui va clairement jouer le titre, donc c'est de bon augure pour la suite. Car il y aura bien une suite destinée en début de saison à jouer le maintien avec un effectif limité. Le NRB s'est invité une nouvelle fois aux playoffs. Toutes les saisons, on a toujours un peu peur parce qu'il y a des nouvelles joueuses, donc après, il faut s'adapter. On a des magiciens, je pense, dans le staff parce que c'est vrai que c'est un miracle permanent et on aurait signé des 2 mains en début de saison pour être là ce soir dans ces conditions-là. Juste à prendre du plaisir. Mais pas le temps de savourer, c'est Charleville-Mézières, 2e du championnat, qui se présente désormais sur la route des joueuses d'Emmanuel Curie. C'est un concurrent qui n'est pas facile à jouer, ils sont 2e. Ils nous ont battus 2 fois. On est peut-être moins fort, on a peut-être moins de qualité, mais on a un collectif et une détermination à toute épreuve. Mais de toute façon, c'est déjà une super fin de saison. On est 7e du championnat. Après, ça peut être encore plus. Le match retour est prévu à Nantes le 8 avril. Une date surprise que les supporters nantais ont coché avec fierté sur leur agenda. Sylvie, une amie avec qui au début on avait réfléchi. Eh bien, elle a créé un tableau doodle en fait avec des dates de calendrier. On a proposé aux personnes qui souhaitent héberger, qui veulent s'investir, eh bien même une nuit, 2 nuits, enfin une nuit, c'est juste salvateur pour ces enfants qui viennent de traverser la France, qui sont dans un état de fatigue phénoménal. On est encore en manque d'hébergeurs, il nous faut encore du monde pour justement permettre un roulement, pour que les familles s'y retrouvent toutes. J'avais peur, c'est sûr, j'avais des peurs. Je me disais, bon, je connais pas, il vient d'un pays étranger, on n'a pas la même culture, on mange pas pareil, je sais pas. Enfin, je me faisais plein de films et je me suis rendu compte que c'était stupide. J'étais en train de le juger pour savoir si éventuellement j'allais pas être dérangée dans mon petit confort, dans mon petit monde à moi. Puis finalement, je me suis dit non, voilà la maison, voilà comment elle est, il y a 3-4 règles à respecter parce que j'ai mes petits principes à moi. Et puis ça s'est super bien passé. Pour savoir s'ils peuvent être pris en charge, il y a une période où ils rencontrent des associations qui sont mandatées par le conseil départemental. Et ces associations, avec en général des éducateurs, ont pour but d'estimer la véracité de la minorité de ces jeunes. Quand ils sont déboutés, ces jeunes-là n'ont plus accès à aucun dispositif d'accueil. Et donc ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Et comme ils ne sont ni mineurs ni majeurs, ils ne peuvent pas aller dans les foyers pour adultes non plus, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont accès à rien et donc ils ne sont pas logés.